des femmes. Quand les femmes nous racontent des projets ambitieux et qu'on est en position de soignant, comment on réagit? Est-ce qu'on réagit de la même façon que si c'était un homme qui nous dit « je vais être pilote de chasse ou astronaute ou président de la République ». Prenons-nous assez en compte qu'en général, du fait de leur éducation, le talent est chez les femmes plus grand que leur capacité à le vendre? Comment nous positionnons-nous face aux insécurités des femmes, face à leurs diverses douleurs, face à leurs envies vis-à-vis de la contraception? La contraception est un gros sujet où les envies des femmes ne sont pas toujours respectées, notamment quand elles refusent la pilule. Comment se niche la violence faite aux femmes dans le quotidien des soins que nous proposons à nos patients et patientes? Parce que, en fait, ce qui est important pour moi à transmettre, c'est que je ne vous fais pas un exposé idéologique, je vous fais un exposé clinique qui prétend mettre en lumière les clichés qui nous traversent à notre insu et qui prétend nous donner des outils pour en sortir. Donc, comment ces stéréotypes peuvent agir en nous au quotidien dans notre travail? Donc, j'ai fait trois items. Donc, dans l'écoute de nos patientes, quand nous ne prenons pas assez en compte le statut subordonné des femmes dans nos sociétés patriarcales, leur place de deuxième sexe, leur existence dans un monde pensé par et pour les hommes. Ça va vous sembler anecdotique, mais ça va imager aussi cette idée. Les airbags sont conçus pour un gabarit moyen masculin, les smartphones pour la taille moyenne d'une main masculine, les combinaisons des astronautes, c'est pareil, et ça a empêché dernièrement la première sortie spatiale exclusivement féminine à la Station spatiale internationale. Les 2 astronautes femmes se sont trouvées face au fait qu'il n'y avait pas de combinaison adaptée à leur taille. Donc, il n'y a pas pu avoir une sortie féminine. La plupart des essais cliniques de médicaments sont faits sur des hommes également, ce qui implique que les effets secondaires sur les femmes ne sont pas suffisamment connus. Les hormones ne sont pas les mêmes, on le sait tous. Dans la prise en charge de la douleur des femmes, mais aussi de celle des hommes. Donc il y a une étude qui a été réalisée par 6 psychologues à l'université de Yale, qui a été publiée en début d'année dernière, et qui a démontré que la douleur des filles est moins prise au sérieux que celle exprimée par les garçons. L'équipe de recherche a montré à 264 personnes, femmes et hommes âgés de 18 à 75 ans, une vidéo qui montrait un enfant qui se fait piquer les doigts. La moitié des participants et participantes est informée que l'enfant s'appelle Samantha, l'autre moitié qu'il se nomme Samuel. On leur demande ensuite d'évaluer la douleur ressentie par l'enfant. Résultat, le garçon aurait plus souffert que la fillette. Les auteurs de l'étude nous font remarquer que ce biais est encore plus net chez les femmes. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une histoire de femmes contre hommes, mais que c'est bien plus complexe que ça, et que le patriarcat est transmis par les femmes, notamment, surtout par les femmes dans l'éducation. Les femmes se disent que pour qu'un garçon puisse exprimer autant de douleur, il doit vraiment souffrir. Sous-entendu, ce n'est pas une hystérie comme la petite fille. Ça n'existe pas chez les hommes, l'hystérie, déjà. Alors en fait, c'est vachement comportemental des hommes dans des femmes. Oui. Incroyable. Oui, mais toute la question de l'hystérie serait à repenser. Oui, voilà. Bon, dans notre insistance pour l'adoption d'une méthode contraceptive plus qu'une autre, ce qui est possible grâce au cliché, qui est renforcé par la publicité sexiste, qui est celui qui consiste à penser que les femmes, souvent femmes varient, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc, on va leur expliquer ce qu'elles veulent, ce qu'elles pensent. Et donc, dans une expérience qui m'a été rapportée par une patiente, il lui a fallu 5 rendez-vous pour obtenir une ordonnance pour un diaphragme. Tout le monde sait ce que c'est qu'un diaphragme? Bon, c'est une méthode contraceptive de barrière, comme les préservatifs, mais elle n'est pas très connue. Donc, c'est une sorte de cape qui s'insère sur le col de l'utérus et qui fait barrière mécanique, qui est très efficace, mais pas du tout préconisée. Donc, jusqu'à la dernière personne concernée, ils ont tous soit insisté pour la prise de pilule, soit questionné le choix du diaphragme.
Donc une femme arrive à une consultation gynécologique, elle dit, elle est adulte, elle n'est pas sous tutelle, elle dit, moi je veux pas de pilule, je souhaite un diaphragme, et elle doit y aller à 5 reprises parce qu'on insiste que la pilule c'est bien, etc. etc. Donc c'est totalement inadmissible. Je suis inscrite sur un groupe Facebook où les gens font de la stérilisation définitive. Les hommes en moyenne qui demandent une vasectomie, ils l'obtiennent sous 3 semaines dès le premier rendez-vous. Les femmes, en fait, sur ce groupe, se sont créées un annuaire parce qu'il y a très peu de praticiens, malgré la loi, il y a très peu de praticiens qui acceptent de leur faire l'équivalent pour les femmes. Oui. Et elles ont un truc que les hommes n'ont pas, c'est-à-dire que même si un praticien accepte, elles doivent attendre, je pense, 4 mois avant de pouvoir effectivement subir l'opération. Pourquoi? Parce que le corps des femmes ne leur appartient pas vraiment. C'est un utérus qui sert à procréer. Donc une femme qui dit « moi je fais ce que je veux de mon corps et je ne veux pas procréer même si elle a 20 ans », il y a des jeunes filles à 20 ans, elles savent qu'elles ne veulent pas d'enfants. Et elles souhaitent être stérilisées parce qu'elles veulent avoir une sexualité tranquille. Elles ne veulent pas, à cet âge-là, elles sont hyper fertiles, elles ne veulent pas être embêtées avec ça. Et c'est, comme tu dis, c'est hyper compliqué. Et pourquoi une femme de 20 ans, elle ne peut pas se faire stériliser? Pourquoi on va lui expliquer qu'elle va changer d'avis? De quel droit? Et elle, par rapport aux hommes, on entend le terme d'automutilation, de choses comme ça dans les discours des gynécologues. Oui. Oui. Pathologiser un choix qui est libre. Il y a longtemps, j'ai vu un article, mais qui était intéressant, qui posait la question. Bon, maintenant, par exemple, une femme veut se faire ligature des trompes, et donc effectivement, c'était quelque chose refusé. Mais en fait, l'idée, c'était éventuellement de poser un clic. Que si elle change d'avis plus tard, on retire le clic, et c'est pas définitif comme. C'est semi-définitif. Il faut poser. En laissant la porte ouverte si elle change d'avis plus tard. Absolument, oui. Mais l'idée, c'est qu'il y ait un éventail de possibilités et que chaque personne puisse décider, homme et femme, librement de ce qu'il souhaite faire, de sa capacité reproductive et de sa sexualité pour la vivre tranquillement. Et il n'y a pas d'obligation de reproduction, mais on voit là comment on est pensé comme des éléments d'un ensemble. C'est une pensée totalitaire. On n'est pas libre en tant qu'homme ou femme pour décider si on veut procréer ou pas. Il n'y a pas le même projet et la même astreinte de corps. C'est 2 astreintes différentes. Les hommes aussi utilisent une astreinte de leur corps, mais elles sont sur les mêmes questions. Oui, mais les hommes aussi, parce que quand il faut qu'ils aillent à la guerre, leur corps ne leur appartient pas non plus. Ça prend une autre forme, mais vous voyez bien que tout le monde est pénalisé dans ce système-là. C'est pas la guerre des femmes contre les hommes. C'est comprendre dans quel système on vit, quelle souffrance ça implique et comment, en tant que soignant, on est un tout petit peu conscient de tout ça et qu'on peut l'inclure dans notre façon de soigner, parce qu'on ne soigne pas en dehors, je l'ai dit déjà 3-4 fois, mais en dehors d'un contexte social, historique et politique. Il y a tout ça qui nous traverse. Le seul choix qu'on a, c'est de ne pas le penser. Mais ça nous traverse. Donc, on est tous perdants dans ce cadre de pensée binaire. Les femmes, mais aussi les hommes. Ça, je l'ai déjà lu, non? Non, je ne l'ai pas lu. Et encore plus ceux et celles qui ne rentrent pas dans les cases. Les hommes ont aussi un genre, et cela a pour eux des conséquences négatives. Ils meurent en moyenne 7 ans avant les femmes. Est-ce qu'on s'est posé la question de pourquoi? Parce que la masculinité hégémonique les fait aussi souffrir. Certes différemment, mais sûrement. De la même façon qu'on fait sentir aux femmes qu'elles ne sont jamais assez femmes, on fait sentir aux hommes qu'eux aussi ne le sont pas tout à fait. Car il faut être viril mais pas agressif, rassurant mais pas d'une façon féminine, et cela met les hommes face à un paradoxe. Si elles veulent aller mieux à long terme et se défaire de tous ces stéréotypes et de ces cases, ils doivent renoncer à leurs privilèges actuels. Parce que si on casse le système, il n'y a plus de privilèges. L'immense travail qui reste à faire du point de vue affectif, relationnel, social, intellectuel et politique doit se faire donc avec les hommes, car c'est un combat pour plus d'égalité et de liberté pour tous et toutes. La souffrance masculine issue de ce qu'on peut appeler la pression du patriarcat, autrement dit les exigences de la masculinité hégémonique, est loin d'être négligeable.
Cette pression produit des violences, de l'agressivité et de la frustration. Beaucoup plus du côté des hommes que des femmes à qui on a expliqué qu'il faut être douce, féminine et se taire dès le départ. Donc ça, c'est appris très tôt, mais pour les hommes, c'est un combat plus explosif. Plus d'égalité impliquerait donc tout simplement plus de santé pour tous et toutes. Parce que la question des cases ne sera pas aussi importante et que nous ne serons pas tous tracassés par la question de savoir dans quelle case on est et si on correspond à l'idéal de cette case ou pas. Si nous voulons avoir une pensée capable de s'ajuster aux changements et aux défis de notre époque, nous devons admettre l'historicité de la subjectivité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Face à la différence entre la production de subjectivité qui est politique et historique et la construction du psychisme qui est individuel et familial, au moins dans le modèle de société dans lequel nous vivons actuellement. Le questionnement de la binarité peut aller très loin, même dans la façon dont la biologie construit ses postulats. On est là dans le vif du sujet de la biologie. Nous avons toujours appris que biologiquement, il y a 2 sexes, et ce n'est pas si sûr que cela. Le sexe biologique est déterminé par un ensemble constitué de nos organes génitaux, nos chromosomes et nos hormones. La nature humaine est plus diverse que cela. Il y a des personnes qui possèdent les 2 types d'organes génitaux, des chromosomes autres que XY, et ils sont qualifiés d'intersexes. Là, il y a les chiffres dont je vous ai déjà parlé. Et donc, dans le traitement de la question des nouvelles configurations des identités sexuelles, parce que dans les cas des identités sexuelles non binaires, on a d'un côté les intersexes, ça c'est des gens qui sont nés comme ça, c'est biologique, et il y a aussi les transgenres. Et ce sont 2 catégories de population, pour ainsi dire, qui se sont associées dans le combat parce qu'il y a des points de ressemblance. Il y en a qui sont nés comme ça, les autres, c'est un choix, même si on peut questionner l'idée de choix, parce que est-ce que c'est vraiment un choix ou est-ce que c'est quelque chose comme un élan intérieur qui dit qu'ils ne sont pas adaptés à la forme que leur corps a pris. C'est une discussion si c'est un choix ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de volontaire dans cette idée de changement qu'il n'y a pas pour les intersexes. Mais tous les 2 questionnent la binarité des cases. Donc ces outils sont rares et ils sont en pleine construction théorique grâce à des pionnières et des pionniers partout dans le monde. Nous avons nos clichés qui s'appuient sur le diagnostic de dysphorie de genre, et c'est-à-dire que tout écart de la case biologique est catalogué comme étant pathologique d'emblée. En fait, c'est la nouvelle homosexualité. L'homosexualité était classée psychiatriquement dans les perversions. Il ne faut pas l'oublier. Oui, il y avait un traité des perversions, mais ça c'est ma vieillesse qui parle, je ne m'en souviens plus comment il s'appelait. Un traité des perversions, c'était... Krafteling. C'est ça, Krafteling. Donc c'était un traité qui était destiné aux experts pour faire une typologie justement des perversions et pour que les juges puissent s'en emparer et faire des jugements adéquats. Et donc la seule chose qui n'était pas une perversion dans le traité de Krafteling, c'était le fait que l'homme soit sur la femme et dans un but de procréation. Toutes les autres possibilités étaient considérées comme des perversions, plus ou moins graves, plus ou moins sévères, mais ce que nous dit la psychanalyse aussi par rapport à ça, c'est que, en fait, chez l'homme, la femme, chez la femme, l'homme, ne sont pas des objets naturels de sexualité. Il y a quelque chose d'autre qui se joue. On voit bien ça, par exemple, dans ces anciens catalogages de perversion, quand un homme, une femme, s'accouple avec un animal. La zoophilie, c'est considéré comme une perversion. Bon, maintenant, est-ce que c'est de l'ordre d'un jugement qu'il faut porter à l'encontre de ces gens? De moins en moins dans les tribunaux.
bon, toutes les sortes de sexualité avec des chaussures, avec des petites culottes, avec des machins, avec des trucs et des bidules. Voilà. On voit bien qu'il y a un objet, en l'occurrence, les Godemiché, je ne sais pas quoi, on voit bien qu'il y a un objet qui n'est plus l'autre sexe, qui est complètement autre chose, qui devient une construction de la sexualité particulière de la personne qui ressent ce truc-là. Donc c'est la question de cette interprétation de la sexualité qui peut devenir à l'égard des petites culottes, etc., ou n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, ben, c'est la question de cet objet sexuel qui n'est pas ni homme ni femme, mais autre chose, et que c'est une construction. Donc ça encore, ça vient alimenter ce truc-là, c'est ce que je voulais dire finalement. Donc il y a plein de choses que je ne vais pas pouvoir développer, mais je voudrais juste vous lire la fin. Sur la question de la souffrance des personnes transgenres. La deuxième partie, je vais la faire dans un mois et ça sera beaucoup plus sur la question de la diversité des identités sexuelles. Mais les deux sujets pour moi sont très liés et c'est important pour moi de vous dire et de vous transmettre l'immense souffrance rapportée par les personnes transgenres dans divers témoignages que j'ai étudiés, quand la société, et encore plus les soignants et les soignantes, refusent de les appeler par les pronoms ou les noms que ils et elles ont choisis parmi les options proposées par la grammaire binaire. Parce qu'il faut se dire qu'on est encore dans un cadre d'une grammaire binaire. Il y a plein d'endroits dans le monde où ça commence à changer de façon assez impressionnante, pas en France, mais en Argentine, en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Canada, ça commence à changer très 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 rapidement. Ils et elles le sentent comme une négation de leur propre personne et de leur valeur sociale. Parce qu'on n'est pas en train de parler d'une question de sexualité ni d'identité sexuelle, on est en train de parler d'identité. Et quand on parle d'identité, on parle de place dans la société et on parle de la valeur d'une vie humaine. Ça va jusque-là. C'est pas juste, elle s'appelle Marie, elle s'appelle Max, c'est pas très important. Si ça touche à sa place au monde et à sa condition humaine. Ce qui se joue là, c'est vraiment la question de l'existence, du droit à exister tel qu'on est, ou tel qu'on se construit. À avoir une vie reconnue comme valable, comme équivalente à une autre. Paul Preciado développe beaucoup ce sujet-là, de la dignité et de la valeur de l'existence humaine. Certes, reste le problème de cette identité quand elle est délirante. Il y a des gens qui sont dans des délires de changement de sexe. Dans le cas du phénomène transgenre pathologique. Mais encore, est-ce qu'on essaye de corriger le délire de nos patients et patientes psychotiques qui ne sont pas transgenres? Non, ce n'est pas comme ça qu'on soigne le délire. Alors pourquoi, dans un cas de délire transgenre, on va se mettre en tête qu'il faut les corriger? Oui. Il y a une correction qui est quand même très forte actuellement concernant un choix d'objet, comme dirait le psychanalyste, qui ne serait pas naturel, qui ne serait pas une femme ou un homme. C'est ce qu'on appelle les pédophiles. C'est-à-dire que le choix d'objet de ces gens-là, soit homme ou femme, c'est plus fréquent chez les hommes. Jean-Marc, il ne faut plus dire pédophile, c'est de la pédocriminalité. Oui. Philie, c'est de l'amour. Oui. C'est important. Oui, mais je vais quand même dire pédophile. Fais ce que tu veux. Donc ils ont un choix d'objet qui n'est pas naturel. Il n'y a pas un homme, c'est pas une femme, c'est un enfant. Et là, c'est fortement pénalisé. Et je pense qu'on protège l'enfant de quelque chose, effectivement. Et je ne mets pas en cause ce truc-là. Mais c'est aussi à interroger d'un point de vue de l'interprétation qu'on a de la chose. C'est-à-dire que s'il y a un jugement qui reste encore et de plus en plus fort dans notre société, c'est à l'égard de ce choix d'objet-là. C'est-à-dire qu'on ne culpabilise plus ceux qui font l'amour avec un chien, ou une chienne, ou une chèvre, ou je ne sais quoi, mais le pédophile reçoit un petit peu
un espèce de condensé actuellement de la culpabilité qu'on attachait à ce que Kraft et Ding appelaient les perversions à une époque. C'est-à-dire que même si on utilise une petite culotte, on s'en fout, ça veut bien la petite culotte. Mais par contre, l'enfant risque d'en souffrir, c'est effectivement. Oui. L'enfant en souffrira. Et comment En souffrira et devra se construire avec, parce que ça va perdurer dans son existence. Oui. Mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui reste à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un pédophile, même s'il ne passe pas à l'acte, si ça se sait d'une manière ou d'une autre qu'il consomme de la pédopornographie, même juste qu'il a cette orientation sexuelle-là, l'ensemble de la société va le rejeter. Il va se faire... J'ai eu des cas comme ça en CNP où si la personne s'est donnée à ses limités d'une manière ou d'une autre, peu importe finalement les criminalités, passage à l'acte. Oui, sauf qu'il faut vraiment faire la différence parce qu'on n'est pas responsable de nos fantasmes. On n'est pas responsable de ce qu'on ressent, on n'est pas responsable de ce qui nous attire sexuellement. Par contre, on est responsable de nos actes. C'est ça. On est responsable que de ça. Après qu'on ait des fantasmes avec des enfants, ça peut être pénible, on peut avoir peur de passer à l'acte, mais ça, en soi, si on critique ça, c'est de l'ordre du jugement moral. Donc, je pense que le défi actuel est celui de différencier le pathologique du nouveau. On ne peut pas penser que tout ce qui est nouveau est pathologique. Ceci implique d'être capable de nous laisser traverser par toutes ces idées nouvelles qui ne sont pas que professionnelles, qui nous bousculent dans notre propre identité qui est toujours au moins partiellement sexuelle. Nous tenons à nos vieilles idées socialement dominantes et transmises par les institutions qui nous sont formées, parfois sans même le savoir, parce qu'elles nous donnent une consistance. Il faudra donc nous débarrasser de nos préjugés, en les ayant identifiés préalablement, ce qui est l'étape la plus difficile, de ce qui n'est plus d'actualité dans les théories qui nous ont construites et qui nous ont accompagnés pendant des longues années de pratique. Donc on tient aux choses qui nous ont aidés dans notre pratique quotidienne. Sauf que parfois c'est des préjugés, c'est des clichés et c'est des idées qui ne sont plus d'actualité. Et comme ça, on pourra accéder à ce que Paul Preciado nomme comme un processus d'émancipation cognitive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir penser d'une façon un peu plus libre. Et finalement, nous ouvrir à acquérir avec beaucoup d'humilité la capacité de différencier le nouveau du pathologique avec nos patients et patientes, apprenant à avancer ensemble pour plus de liberté et de compréhension pour tous et toutes, soignants et soignés. La transidentité n'est officiellement plus considérée comme une maladie mentale. Avant ça l'était, et maintenant ça l'est plus. Par l'OMS. Là, la transidentité. Depuis quand En février 2010, la France a été la première à retirer le transsexualisme et les troubles précoces de l'identité du genre. Et après, là, c'est l'OMS qui... Je ne sais pas quelle année. Mais en tout cas, ils l'ont enlevé, donc je trouve qu'il y a quand même un vrai progrès là-dessus. Oui, mais tout est en progrès, notre façon de penser est en progrès, mais il faut que ça continue. Et tu peux me l'envoyer ou me faire une copie? C'est vraiment un petit article. Oui, je veux bien. Bon, c'était costaud. Oui, c'est assez costaud. Vous avez pu... C'est assez costaud, mais c'était clair, hein, quelques idées. Je trouvais que c'était libérateur.